أهلا بكم مشاهدينا. إذا اليوم نسعد باستضافة السفير الفرنسي فرانسوا Guyette. إذا أهلا بك سيد Guyette. Comme je disais aux chers téléspectateurs, aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir l'ambassadeur français, Monsieur François Guyette. Alors merci d'avoir accepté l'invitation et bienvenue. Mais merci beaucoup de m'avoir invité. L'honneur est pour moi. Je vous en prie. Alors, on commencera déjà par les raisons pour lesquelles cet entretien a lieu, donc à savoir un événement important et symbolique pour les deux pays. En effet, il y a 60 années, s'achevait une guerre qui mit fin à 132 ans de présence française ici en Algérie. Déjà, pour commencer, comment évaluez-vous aujourd'hui les relations entre Alger et Paris? Ce sont des relations historiques, ce sont des relations d'amitié. Et il y a de part et d'autre, de la part des deux chefs de l'État, du président Macron et du président Tebboune, la volonté de les renforcer et voilà, après effectivement une période qui a été marquée par une crise, disons les choses franchement, l'année dernière, il y a eu la volonté véritablement comme on dit en mauvais français, de recéter, de donner un nouveau départ en tout cas à cette relation importante pour les deux pays et pour les deux peuples. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République est venu à Alger à la fin du mois d'août, visite qui a été suivie très rapidement d'une visite de la Première ministre accompagnée de la moitié du gouvernement. Tout à fait. D'ailleurs, au fait, après une période tendue, le dernier tête-à-tête des présidents des deux pays a tout de même donné un nouvel élan aux relations franco-algériennes. S'en est suivi d'ailleurs, comme vous l'avez précisé, la visite de la Première ministre française Elisabeth Borne, durant laquelle, d'ailleurs, pas moins de 11 accords ont été signés. Tout à fait. Alors, d'abord, revenons à la visite du président Macron, n'est-ce pas? Je disais qu'elle avait permis de donner un nouveau départ et elle a aussi permis de donner un nouveau cadre à cette relation avec la signature de la déclaration d'Alger, signée par les deux présidents à l'aéroport d'Alger, vous savez, le 27 août, effectivement pour la refondation du partenariat entre la France et l'Algérie. Et je disais qu'il y a eu une volonté des deux présidents, le président Macron, de capitaliser en quelque sorte sur la réussite de cette visite en tenant très très rapidement le CIHN, le fameux comité interministériel de haut niveau, oui, présidé par les deux premiers ministres. Vous savez qu'il n'avait pas pu se tenir pour diverses raisons l'année dernière, et notamment début 2021. Mais on l'a tenu en un temps record et avec effectivement un maximum de ministres présents. C'est très rare, je tiens à le souligner pour vos téléspectateurs, c'est très rare que la moitié du gouvernement se déplace dans un pays étranger. Bon, il y a bien sûr un conseil des ministres franco-allemands qui se réunit parfois. Il y a peut-être eu dans le passé, je ne vais pas vérifier, de réunions comme cela avec beaucoup de ministres ensemble, avec l'Espagne, des pays comme l'Espagne ou l'Italie, qui sont des partenaires proches de la France dans l'Union européenne. Mais en dehors de l'Union européenne, je crois que c'est la première fois que ça se produit. Donc cela montre l'importance de cette visite, l'importance du choix fait par le président, véritablement de vouloir relancer la relation avec l'Algérie. Il s'agit d'ailleurs de la première visite de la Première ministre française. C'était sa première visite, oui, effectivement, à l'étranger, y compris d'ailleurs au sein de l'Union européenne. Et c'est là aussi un signal fort de cette volonté. Je voudrais juste dire un mot sur notre conception de cette relation, parce que c'est au fond ce qui sous-tendait votre question, je crois. Et peut-être cela donnera-t-il l'occasion de corriger parfois certaines idées reçues que l'on peut déceler ça et là dans des commentaires de presse ou ailleurs, dans des livres, sur un partenariat entre la France et l'Algérie qui serait basé sur un pied d'inégalité. Ce n'est pas du tout notre conception des choses, je tiens à le dire. En tout cas, c'est certainement pas celle du président de la République. Il souhaite un partenariat d'égal à égal, dans l'intérêt... On y reviendra dans le volet économique. D'accord. Non, mais c'est important parce qu'il n'y a pas que le volet économique. Le partenariat d'égal à égal, c'est un partenariat entre pays souverains et dans le respect entier de la pleine souveraineté de chacun et de respect mutuel. Donc je tenais à le dire et j'y reviendrai sur le volet économique. Très bien. Au fait, en parlant du CHN, je crois que la dernière réunion s'est tenue il y a 5 ans, c'était en 2017. Alors le CHN, cette fois, est venu poser les jalons d'un partenariat tout à fait renouvelé, tourné résolument vers l'avenir. Aujourd'hui, quel bilan tirez-vous de cette rencontre ? Un bilan évidemment positif. Au-delà des accords signés, il y a eu quand même 11 accords qui ont été signés dans différents domaines. Vous savez que le partenariat se décline dans beaucoup de domaines. La déclaration d'Alger, de ce point de vue, elle a
je dirais, fixé 6 grands chapitres. Ça va de l'économie à la mobilité, en passant par la coopération, etc. Et donc, c'est cette déclaration, l'idée en réunissant CHN si vite, c'était justement de mettre en application, commencer à mettre en œuvre cette déclaration d'Alger qui fixe le cap dans les différents secteurs. C'est pour ça que les ministres sont venus pour voir leurs homologues. Et c'est important de le savoir. En quelque sorte, si je puis résumer les choses ainsi, bon, j'évoquais dans mes propos liminaires la crise réelle qui a abouti au quasi-gel de la relation pendant plusieurs mois. Et puis la volonté des deux présidents de tourner la page. Et effectivement, la page, elle a été tournée lors de la visite du président Macron. Les longues heures d'entretien en tête-à-tête qu'il a eu avec le président Tebboune, la volonté affirmée des deux chefs d'État de tourner définitivement cette page, je crois que c'est le résultat le plus significatif de la visite faite par le président. Donc on a tourné la page. Et puis le CIHN, la venue de la Première ministre avec 15 ministres, elle a permis d'ouvrir une nouvelle page, la première page du renouveau. D'accord ? Au fond, quel était l'objectif au-delà des accords signés, des 11 accords ? C'était de définir une méthode de travail pour pouvoir mettre en œuvre ce qui a été décidé à Alger fin août. Parce que qu'attendent au fond nos peuples ? C'est des résultats concrets, des décisions concrètes. Donc en venant avec 15 ministres qui ont chacun rencontré leurs homologues algériens, il a été décidé de définir une méthode de travail. Et ça sera justement la responsabilité de chaque ministre, dans les mois qui viennent, d'ouvrir une nouvelle page. Après la première page ouverte par le CHN, il va falloir ouvrir d'autres pages. Et comment est-ce qu'on les ouvrira ? Par des visites des deux côtés, de ministres algériens en France, de ministres français en Algérie. J'ai annoncé déjà qu'il y aurait bientôt effectivement des visites. Très prochainement, en fait, vous avez évoqué l'arrivée du ministre français des Armées. Alors le ministre français des Armées, normalement, il devrait venir, mais ce serait plutôt début 2023, effectivement. Mais d'ici là, il y aura, nous l'espérons, la possibilité que le ministre du Commerce extérieur, par exemple, vienne. Et puis il y aura le COMEFA, qui est la réunion des ministres de l'économie et des affaires étrangères, qui devrait se tenir aussi au début du printemps. Donc voilà, il y a toute une perspective à venir d'étapes bilatérales, mais qui devront être préparées soigneusement par les ministres, par les ambassades aussi de part et d'autre, naturellement, de manière à donner du contenu. Il faut des décisions concrètes. C'est ce qu'attendent les gens, c'est ce qu'attendent nos deux peuples. D'accord, vous avez parlé du COMEFA. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus de détails ? Le COMEFA, c'est une structure qui s'est réunie régulièrement dans le passé. Il y a de chaque côté deux ministres. Il y a le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'économie côté français. Il y a le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Industrie côté algérien. Et donc, ils ont vocation à préparer en quelque sorte les dossiers pour les faire remonter au niveau supérieur, celui des chefs de gouvernement, voire des présidents. Donc effectivement, c'est important que des ministres qui se connaissent et échangent sur des questions d'intérêt commun. Bon, le ministre des Affaires étrangères, il parle des questions évidemment internationales, de la relation bilatérale, mais aussi de la situation régionale et internationale. Le ministre de l'économie, c'est effectivement, et on y reviendra tout à l'heure, l'appui effectivement aux entreprises françaises, c'est des échanges économiques, les investissements, les questions énergétiques. Il y a énormément de choses qui ont déjà d'ailleurs été évoquées lors de la visite de Madame Borne, mais qui vont l'être encore plus par les ministres, la culture, enfin, tous les ministères sont concernés. Au fait, maintenant, on va passer à un autre volet, la mémoire et l'histoire et tout ce qui concerne ce sujet. Alors, en guise de bonne foi, bien sûr, Paris accélère le travail autour du travail mémoriel suite à la restitution, d'ailleurs, entre autres, des crânes des martyrs, mais également l'ouverture des archives françaises relatives à la guerre d'Algérie. Peut-être d'autres pas relatives suivront prochainement, c'est-à-dire des pas dans la même dynamique. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Vous vous rappelez effectivement la restitution effectivement des crânes de combattants algériens du milieu des années 1849, je crois, en l'occurrence, mais il y a eu aussi beaucoup d'autres choses qui ont suivi. Bon, il y a eu côté français, parce que c'était aussi cela, la méthode choisie par le président, la constitution de cette... le rapport demandé à Benjamin Stora, dont ont découlé un certain nombre de recommandations, et il y a eu aussi des gestes symboliques qui ont été faits. Alors bien sûr, vous vous souvenez, il y a eu notamment un certain nombre de gestes comme celui qu'il a fait en rendant visite déjà
bien avant à la veuve de Maurice Audin, mais aussi à la famille de Boumengel, reconnaissant la responsabilité de l'État dans la mort d'Ali Boumengel. Et puis aussi, moi, j'ai été très frappé par le caractère très fort du geste qu'il a fait en allant s'incliner à la mémoire des Algériens jetés dans la Seine par la police de Papon le 17 octobre 61. C'était sans précédent. Je ne sais pas si on a bien pris la mesure en Algérie, toujours, de l'importance symbolique d'un président qui s'incline à la mémoire des Algériens. Ça ne s'était jamais fait auparavant. Donc, tout ça montre qu'il y a une volonté vraiment du président d'aller de l'avant, de s'impliquer avec, évidemment, toujours en concertation avec son homologue algérien, mais je pense que c'est un processus, c'est un cheminement. Il y a eu d'autres étapes qui sont à venir. Il y a la commission d'historiens, effectivement, c'est important, dont la constitution a été décidée par les deux présidents. Voilà, le président Macron a, je dirais, choisi une liste, effectivement, avec des spécialistes en France de ces questions, avec Stora et d'autres. C'est concernant l'installation de la commission d'historiens franco-algériens, c'est ça ? C'est cela, absolument, dont le principe a été décidé. Donc, effectivement, très rapidement après son voyage, le président a travaillé, notamment avec Benjamin Stora et d'autres, à la constitution, je dirais, d'une liste d'historiens côté français. Elle a été transmise à la partie algérienne. Donc maintenant, nous espérons que tout cela puisse se mettre en place assez rapidement. C'était le souhait des deux présidents. C'était effectivement le sens des conclusions de la visite du président et du CIHN. D'accord. Est-ce qu'il y a des noms concernant les noms, ils ont été effectivement transmis par la partie française et la partie algérienne. Donc je ne veux pas évidemment en parler tant qu'ils n'ont pas été rendus publics. D'accord, très bien. Alors maintenant, on va passer au volet économique. Bien sûr, les relations entre les deux pays sont particulièrement denses. Peut-être une évaluation des relations, ou quelles sont aussi les perspectives à venir ? Écoutez, les perspectives, elles sont positives. Vous savez qu'un forum s'est tenu lors du CIHN, qui a été organisé donc à la fois par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie et du côté français par Business France, qui est l'organisme, je dirais, qui accompagne les entreprises à l'international. Et donc, c'est un forum auquel ont participé une cinquantaine d'entreprises françaises venues de France, et aussi, je crois, environ 500 entreprises algériennes. Donc, il y a une volonté très claire des entreprises françaises de s'investir et d'investir davantage en Algérie. Elles sont déjà présentes, elles ont une présence ancienne. Elles concourent aussi je dirais, à leur manière au développement économique de l'Algérie. Elle crée des emplois. Par exemple, dans le domaine, on estime à environ 20 000 le nombre d'emplois directs et indirects créés par les entreprises françaises, dont 2 000, par exemple, dans le seul emploi direct dans le seul secteur de l'agroalimentaire, de l'agriculture. Et elles sont évidemment désireuses de continuer à travailler, à investir en Algérie. Et de ce point de vue, quand je dis que les perspectives sont positives, c'est parce qu'il y a aussi en Algérie, je dirais, des développements récents qui incitent à un certain optimisme. Notamment la loi sur l'investissement et ses décrets d'application qui ont été rendus publics, et de l'avis des opérateurs économiques français et algériens représentent un progrès indéniable. La loi sur les hydrocarbures, donc tout ce qui peut concourir à améliorer l'environnement des affaires, à assurer une sécurité juridique pour l'investissement, et de nature à favoriser effectivement le développement de la présence des entreprises françaises. D'accord. Concernant en fait, le code de l'investissement, il y a aussi la suppression de la règle 49-51. Peut-être que cela va contribuer aussi à attirer absolument, je l'ai oublié, davantage vous avez raison de le rappeler. Oui. Effectivement, c'est aussi une des réformes, en quelque sorte, qui est de nature, effectivement, à susciter l'intérêt des entreprises. Indéniablement, et je parle souvent avec les chefs d'entreprise français en Algérie, nous avons ici une chambre de commerce franco-algérienne. Nous avons des instances comme les conseils du commerce extérieur de la France, qui sont d'ailleurs souvent des représentants d'entreprises françaises et algériennes, qui tous souhaitent effectivement, tous me disent que nos entreprises considèrent le marché algérien comme un marché important. Il y a ces liens historiques, il y a cette présence ancienne, et donc ils souhaitent effectivement y rester. Et de ce point de vue,
il formule un certain espoir dans les derniers textes qui ont été publiés, notamment celui que vous mentionnez. D'accord. Au fait, lors de son passage tout récemment avec nous sur Nahar TV, le vice-président du MEDEF, Fabrice Le Sachet, au fait, a assuré que nombreux sont les hommes d'affaires qui souhaiteraient venir investir ici en Algérie. Peut-être quels sont ces secteurs ou qu'est-ce qui attire aujourd'hui cet investisseur français ici en Algérie? Écoutez, il y a beaucoup de choses. Hein, et Fabrice Le Sachet, qui est un ami avec lequel je suis souvent effectivement en contact, voilà, pas que nous nous concertons, mais en tout cas nous échangeons régulièrement sur les perspectives économiques en Algérie. Il l'a dit lui-même, il y a la proximité d'abord géographique, culturelle, linguistique aussi, puisque dans le domaine des affaires, souvent la langue française reste quand même la langue qui est utilisée. Il y a effectivement l'habitude aussi de travailler ensemble, et puis il y a les avantages comparatifs que peut offrir l'Algérie dès lors qu'effectivement le climat des affaires s'améliore et que les conditions juridiques pour l'investissement sont garanties. C'est indéniablement un très grand marché, avec 45 millions d'habitants, donc presque autant de consommateurs. Et évidemment, et puis au-delà, il y a évidemment toutes les considérations liées à la crise énergétique, etc. Mais on voit bien, les grandes entreprises dans le domaine de l'énergie sont déjà présentes, mais en réalité, tout ce qui concourt essentiellement, je dirais, aux flux bilatéraux d'investissement et de commerce, ce sont des PME, ce sont des petites et moyennes entreprises. C'est ça le tissu entrepreneurial franco-algérien essentiellement. Et on le voit, et ces entreprises-là, elles ont vraiment envie de continuer à travailler en Algérie, et elles espèrent effectivement que toutes ces réformes déjà en œuvre ou qui sont annoncées permettront d'aller dans ce sens. D'accord. Au fait, autrefois, les entreprises françaises considéraient l'Algérie comme un marché et non comme un partenaire gagnant-gagnant. Qu'en est-il aujourd'hui, au fait? Vous avez raison. C'est d'ailleurs un reproche qui est parfois adressé dans d'autres pays, effectivement, parce qu'il y a eu des périodes où c'était surtout effectivement le commerce courant. Aujourd'hui, la volonté, je dirais, des autorités algériennes, comme d'autres pays d'ailleurs à travers le monde, de favoriser la localisation de la production, le transfert de technologie, le transfert de savoir-faire, la colocalisation, tout ceci est évidemment pris en compte. C'est intégré. Je crois pouvoir dire que, hier j'assistais à une cérémonie, je dirais, qui marquait la création d'une joint venture, enfin d'une entreprise conjointe entre Servier, le laboratoire Servier et deux entreprises algériennes, une dans le domaine de la finance et l'autre dans le domaine industriel. Eh bien, voilà un exemple. Servier a depuis déjà un certain temps intégré cette dimension, je dirais, de la localisation, puisque Servier produit des médicaments en Algérie, assure une production en Algérie, et en plus maintenant Servier envisage de se projeter à l'extérieur de l'Algérie en exportant ce qu'elle produit en Algérie vers l'Afrique. Et ça correspond tout à fait au souhait, je crois, des autorités algériennes, tel qu'il a été exprimé lors des entretiens récents, de pouvoir travailler ensemble pour conquérir des marchés à l'extérieur, et notamment en Afrique, parce que nous avons une connaissance de l'Afrique. L'Algérie peut être aussi un hub pour l'export, donc on a beaucoup de choses à faire ensemble. D'accord. La nouvelle Algérie, aujourd'hui, compte diversifier ses partenaires économiques. Peut-être comment perçoit la France cette décision? Cela affectera-t-il peut-être les intérêts des entreprises françaises ici en Algérie? D'abord, les entreprises françaises, elles sont appréciées. Si vous interrogez les opérateurs économiques algériens qui travaillent avec elles depuis longtemps, elles vous diront que c'est véritablement souvent un partenariat gagnant-gagnant, comme vous le disiez tout à l'heure, qui a été je dirais, mis en œuvre, et que chacun y trouve son intérêt. C'est un partenariat mutuellement profitable. Après, le marché algérien, il est effectivement ouvert à la concurrence, mais le monde est ainsi fait aujourd'hui. Donc les entreprises françaises se doivent d'être les meilleures, les plus compétitives, faire les meilleures offres. Après, quand on regarde effectivement qui sont les principaux partenaires commerciaux de l'Algérie, on trouve quand même essentiellement des entreprises de pays européens, vous voyez, notamment d'Europe du Sud. L'Allemagne, bien sûr, mais aussi l'Italie, la France.
Et donc, voilà, je crois que nous avons, de ce point de vue, tout à fait, là aussi, intégré le fait que c'est une économie concurrentielle et que, voilà, il faut être les meilleurs. D'accord. Maintenant, parlons d'un secteur qui intéresse plus d'un, et c'est celui, en l'occurrence, le secteur automobile. Du nouveau à ce sujet, verra-t-on peut-être l'arrivée d'un autre opérateur économique dans ce secteur, un autre opérateur que Renault? Bah, écoutez, il y a eu des projets dans le passé. Bon, certains ont abouti, d'autres pas. Il y a eu l'usine Renault, il y a eu des discussions avec Peugeot. Je crois que là aussi, les perspectives sont prometteuses. En tout cas, si l'on en croit ce que l'on entend, ce que l'on lit, effectivement, avec, je dirais, des mesures qui vont permettre de libéraliser effectivement l'importation de véhicules. Mais là aussi, ce n'est pas effectivement dans une optique purement commerciale de vente je dirais, d'automobiles, mais aussi dans un esprit de partenariat. C'est bien l'esprit qui présidait à l'ouverture de l'usine d'Oran pour Renault, les projets de Stellantis. Ce qui est clair, c'est que les constructeurs automobiles français sont intéressés par le marché algérien. Il y a là aussi une vieille, je dirais, tradition, j'allais dire presque culturelle, une habitude de consommation. Les Algériens sont attachés aussi à un certain nombre de marques. Et donc, il est logique que les constructeurs français s'intéressent à l'Algérie. Parce que, je l'ai dit, c'est un marché considérable de 45 millions d'habitants, mais parce qu'aussi, elles y trouvent leur intérêt. Naturellement, c'est le critère de l'intérêt économique pour les entreprises, il est essentiel. Est-ce que vous confirmez la reprise des activités au niveau de l'usine de Renault? Absolument, elles ont repris après une période difficile, effectivement, mais les activités ont repris. Alors, pas encore, je dirais, au rythme qui était le leur avant 2019, mais, enfin avant la crise sanitaire. Mais en tout cas, les activités ont repris, effectivement. Nous parlerons peut-être du volume des échanges commerciaux entre l'Algérie et la France. Alors, c'est un volume important. Hein, on estime à environ, je crois, c'est de l'ordre de 10 milliards de dollars pour l'année 2021, me semble-t-il. En tout cas, c'était approximativement le montant pour les échanges de part et d'autre, naturellement, économiques et commerciaux. J'ajouterais tout de même aussi le poste des investissements, avec des investissements français estimés à près de 2,5 milliards, 2,4 milliards d'euros d'investissements français en Algérie. Donc la France reste évidemment un partenaire important de l'Algérie, aussi bien en ce qui concerne le commerce que l'investissement. D'accord. Maintenant, concernant le programme du président algérien, Abdelmadjid Tebboune, qui consiste notamment en l'augmentation des exportations hors hydrocarbures, peut-être qu'en concernant les entreprises françaises, est-ce qu'elles sont aujourd'hui prêtes à contribuer à cet objectif? Mais tout à fait, c'est ce que j'ai indiqué juste avant la pause, n'est-ce pas? Je citais l'exemple de grandes sociétés du secteur pharmaceutique, Sanofi, mais d'autres également, évidemment, sont intéressées. Par exemple, on peut imaginer que dans le secteur de l'automobile, il puisse y avoir effectivement des coopérations, mais dans beaucoup d'autres secteurs. Indéniablement, aujourd'hui, ces priorités, qui sont celles du gouvernement algérien, sont prises en compte par les entreprises françaises, comme elles le sont par les autres entreprises d'autres pays, parce que voilà, ce sont les règles que fixent les autorités algériennes. Et donc, si l'on souhaite effectivement pouvoir travailler, la plupart le souhaitent, effectivement, il faut les intégrer, les prendre en considération. D'accord. Quand on parle de coopération entre la France et l'Algérie, nous parlerons également de coopération dans le domaine des énergies renouvelables. À ce propos, d'ailleurs, il y a ça a été évoqué lors d'une rencontre avec le ministre des Énergies, M. Arkab. Plus de détails à ce propos? Écoutez, non, là, honnêtement, ce sont des discussions qui ont déjà d'ailleurs commencé, effectivement, mais qui sont aussi menées par les entreprises. Les ministres évoquent effectivement dans les affaires dans leur domaine de compétences respectifs, mais ce sont les entreprises qui, je dirais, doivent travailler ensemble, conclure des marchés. Les autorités politiques sont là pour soutenir. C'est vrai que le secteur des énergies renouvelables compte beaucoup pour l'Algérie, à juste titre. L'Algérie a des potentialités considérables dans ce domaine. La France accorde aussi une importance majeure à ce secteur pour elle-même, mais aussi dans ses relations avec l'Algérie. D'ailleurs, il ne vous a pas échappé que ce point figure là aussi de manière explicite dans la déclaration d'Alger. Donc il y aura dans les mois qui viennent des visites de ministres, je l'ai dit tout à l'heure,
en France et en Algérie, de ministres algériens en France, de ministres français en Algérie, et naturellement, ceux qui ont dans leur portefeuille de compétences la transition énergétique, les énergies renouvelables, auront l'occasion de définir avec leurs homologues, entre Français et Algériens, les objectifs et la manière d'y parvenir. Maintenant, nous passerons à l'international. Bien sûr, cette divergence qui peut parfois se révéler subtile avec la France, est-ce qu'elle constitue une entrave au développement des relations entre les deux pays? Divergence, écoutez, il se peut que nous puissions avoir parfois des différences d'appréciation. Bon, elles sont connues sur des sujets où nos positions ne concordent pas exactement. Bon, je dirais cela ne nous empêche pas d'être bien souvent d'accord sur l'essentiel, sur beaucoup de sujets. Et puis surtout, il y a un sujet majeur qui nous concerne ensemble. Alors l'Algérie comme pays voisin, mais la France aussi comme puissance, aussi avec des intérêts en Afrique, c'est la situation au Sahel. Et là, de ce point de vue, je dois vous dire que nous avons beaucoup à faire ensemble. Nous considérons que l'Algérie a un rôle important à jouer pour stabiliser le Sahel, et nous sommes tout à fait disposés, désireux, comme les deux présidents l'ont d'ailleurs marqué lors du sommet de Zeralda, où ils étaient entourés des principaux responsables de la sécurité et de la défense des deux pays. Nous sommes déterminés à coopérer, parce que c'est l'intérêt des deux pays de coopérer. Et je voudrais à cet égard, d'ailleurs, rappeler que, là aussi peut-être pour corriger parfois des idées reçues que l'on a pu ici et là voir s'exprimer dans la presse ou ailleurs. Vous vous souvenez qu'en 2013, la France avait déployé ses forces au Mali pour, dans le cadre de ce qu'on avait appelé à l'époque l'opération Serval, pour stopper l'avancée des colonnes terroristes qui descendaient du nord vers Bamako. Bon, aujourd'hui, les autorités maliennes ont décidé de se passer du soutien de ces forces françaises, et nous en avons pris acte. Mais nous considérons pour autant que le danger terroriste reste une réalité dans cette région, et pas seulement au Mali, mais aussi dans des pays voisins comme le Niger, le Burkina Faso. Et naturellement, nous avons intérêt, français et algériens, à coopérer, à travailler ensemble pour faire face à cette menace. À ce propos, Son Excellence, nombreux sont les pays qui rejettent aujourd'hui une quelconque présence étrangère sur leur sol, pays africains. Ça, effectivement, nous pouvons tout à fait admettre le principe, effectivement, je dirais, du refus de toute ingérence étrangère. Mais lorsque c'était le cas de la France en 2013, les forces françaises sont appelées par un gouvernement légitime, ce qui était le cas en 2013 à Bamako, on ne peut pas effectivement contester une décision prise par le gouvernement malien à l'époque de faire appel à des forces françaises pour pouvoir justement combattre un danger terroriste qui était imminent. Encore une fois, imaginons ce qui serait passé si ces groupes terroristes avaient pris le pouvoir au Mali. Enfin, ça aurait été une situation extrêmement, extrêmement inquiétante pour tout le monde, et notamment pour l'Algérie, qui elle, a une frontière commune avec le Mali. Donc je pense que nous avons vraiment plus que jamais intérêt à nous concerter, à travailler, à œuvrer ensemble. Et je crois que c'est la volonté des deux pays, d'ailleurs, et c'est clairement ce qui est ressorti de la visite du président Macron en Algérie. D'accord, nous y reviendrons dans un petit moment. مشاهدينا الفاصل ونعود لاستكمال بقية هذا النقاش. أهلا بكم مجددا مشاهدينا. إذا نعود لمواصلة هذا النقاش مع سعادة سفير فرنسا السيد فرانسوا غويت. Concernant la situation en Afrique, nous parlerons bien sûr de la situation au Mali et en Libye. Monsieur Gouillet, la France aujourd'hui est-elle sur la même longueur d'onde que l'Algérie? C'est-à-dire partage-t-elle les mêmes visions que l'Algérie aujourd'hui? Écoutez, moi, il me semble que nous avons une assez large convergence de vues sur des sujets régionaux. Bon, sur la Libye, nous sommes également favorables à ce que des élections puissent rapidement se tenir de manière à clarifier la situation. Nous sommes également, nous nous concertons beaucoup avec l'Algérie. Il y a un dialogue permanent entre diplomates, entre envoyés spéciaux, chargés de la Libye. Non, de ce point de vue, le dialogue politique est permanent. D'accord, maintenant parlons des visas. Lors de sa dernière visite et après l'épisode des restrictions des visas vers la France, je cite, le président français a déclaré « Nous faisons tout ce qui est possible pour que la circulation soit facilitée ». Du nouveau à ce propos? Alors, bon, vous savez qu'effectivement, il y a eu une situation qui nous a conduit à réduire le volume de la délivrance des visas. Bon, maintenant, nous envisageons effectivement, et ça a été annoncé, de reconsidérer cette décision, en tout cas
faire en sorte que les publics, je dirais, qui concourent à la vitalité de la relation entre la France et l'Algérie, je pense aux acteurs économiques algériens, mais aussi aux étudiants, aux artistes. Quelles sont les modalités pour l'octroi d'un visa français? Écoutez, les modalités, elles sont définies par un code, qui s'appelle le code Schengen, et en fait, c'est un code communautaire. En fait, les modalités, elles sont définies, je dirais, par les accords de Schengen. Voilà. Après, il y a une réalité, je dirais, qu'il faut toujours rappeler, c'est que la décision d'octroyer le visa est une décision souveraine de chaque État. D'ailleurs, l'Algérie elle-même, lorsqu'elle décide de délivrer ou non un visa, le fait de manière souveraine. Nous sommes émus par le même principe, naturellement. Nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'effectivement, dans la période qui vient, on puisse faire en sorte que ceux qui, légitimement, peuvent souhaiter se rendre en France parce qu'ils sont étudiants, parce qu'ils sont entrepreneurs ou acteurs économiques, parce qu'ils sont artistes, parce qu'ils ont des projets culturels. Des facilitations. Pardon ? Verra-t-on peut-être des facilitations pour l'octroi des visas prochainement ? Nous allons en discuter effectivement avec les parties concernées. Mais effectivement, c'est bien dans cet esprit que se situe, je dirais, la reprise des relations dans ce domaine également. La mobilité, c'est un des chapitres importants de la déclaration d'Alger. C'est un des chapitres importants. Mais la mobilité, elle se conçoit effectivement de manière dynamique, c'est-à-dire que, naturellement, il faut que ceux qui concourent à la vitalité de la relation bilatérale puissent se rendre plus facilement en France. Ça, le président Macron l'avait dit, et c'est clairement dans cette perspective que nous nous situons. Et également, il convient également que dans le même temps, ceux qui n'ont pas vocation à se maintenir sur le territoire français parmi les étrangers en situation irrégulière puissent être reconduits dans des conditions normales. En fait, concernant les visas d'études, aujourd'hui, les étudiants, ils sont nombreux à se plaigner de la lenteur de l'étude de leur dossier, mais aussi du manque de rendez-vous sur le site. Alors, je vous remercie de me poser cette question parce qu'elle me permet d'évoquer une question qui est parfois mentionnée dans la presse, mais je crois qu'on n'a pas pris toute la mesure du caractère, au fond, nocif de ces agences, de ces intermédiaires qui se posent, je dirais, on dirait en anglais en go-between, pour permettre à des demandeurs algériens qui effectivement éprouvent des difficultés à obtenir des visas, à obtenir des rendez-vous en réalité. Alors là, en réalité, ce que l'on ne sait pas, c'est que ces intermédiaires qui monnaient leurs services par leur action, en fait, ils saturent. C'est-à-dire qu'ils prennent des rendez-vous, ils saturent donc le système, et donc plus personne ne peut maintenant effectivement prendre un rendez-vous, parce que souvent, ce sont ces agents, ces officines qui n'ont aucune existence légale et qui en fait raquettent en quelque sorte les demandeurs de visa en leur faisant payer des droits qu'ils n'ont absolument pas à payer, parce que je rappelle que la prise de rendez-vous est gratuite. Mais c'est effectivement, si on ne peut pas prendre de rendez-vous, c'est parce que bien souvent, ce sont ces intermédiaires qui saturent des capacités, je dirais... Est-ce qu'il y a des mesures qui seront prises pour y remédier ? Écoutez, nous y réfléchissons. En tout cas, vous comprendrez que je ne puisse pas en dire plus. Mais en tout cas, j'invite notamment ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent à bien réfléchir au fait qu'en favorisant ce genre d'intermédiaires, ils ne se rendent pas service. Au contraire, ils compliquent les choses. D'accord. Concernant le centre VFS pour la France à Alger, il a indiqué qu'il ne sera pas en mesure d'accorder ou d'accepter les demandes de visa de long séjour. Peut-être quelles sont les catégories concernées ? Alors écoutez, non, là je voudrais juste simplement faire une mise au point, puisque vous m'en donnez l'occasion. C'est, je dirais, une interruption d'ordre purement technique et elle est purement temporaire. Donc voilà, ça n'a pas vocation à durer. D'accord. Concernant les gens qui se font soigner ou qui vont se faire soigner en France, est-ce qu'il existe des visas express pour cette catégorie ? Il y a deux catégories. Bon, il peut y avoir des cas humanitaires avec une nécessité absolue de soins qui ne peuvent pas être prodigués en Algérie. Encore qu'en Algérie, il y a un système de santé qui fonctionne quand même assez convenablement. Mais il peut y avoir pour des opérations très urgentes, des cas exceptionnels où on puisse effectivement délivrer
sous réserve que des garanties financières solides soient présentées, un visa d'urgence. Mais ça, c'est, je dirais, plutôt l'exception. La règle, elle est définie par les accords bilatéraux franco-algériens. Ils prévoient qu'un visa médical pour soins, je dirais, est délivré dès lors qu'il y a un accord de la CNAS, la Caisse nationale d'assurance sociale algérienne, qui prend en charge les soins et les frais afférents. D'accord. En sport, verra-t-on peut-être une éventuelle rencontre amicale entre l'équipe française et l'équipe algérienne? Et les équipes en discuteront. Moi, je dois dire qu'on a eu effectivement signé une déclaration à l'occasion de la visite, déclaration bilatérale, donc un accord, déclaration d'intention en matière de sport à l'occasion de la visite de notre ministre des Sports, qui est effectivement été venue avec le président de la République. Elle était déjà venue aux Jeux méditerranéens d'Oran, je rappelle, début juillet. Et elle est revenue avec le président de la République, elle a vu son homologue, ils ont signé une déclaration d'intention. Et effectivement, je pense qu'il y a beaucoup à faire parce que là aussi, il y a une très grande, vous le savez, une très grande proximité culturelle, sentimentale aussi entre la France et l'Algérie dans ce domaine, avec beaucoup de sportifs de haut niveau algériens qui sont devenus français, qui sont des sportifs français d'origine algérienne. Enfin bon, vous savez à qui je pense en particulier, et un qui vient d'être récemment vu décerner le Ballon d'Or. Auparavant, il y avait la génération précédente, il y avait Zidane. On ne remontera pas à Rachid Makhloufi, vainqueur des Jeux de Melbourne en 1956. Enfin bon, et puis même déjà dès les années 20. Mais en tout cas, c'est vrai que dans la nouvelle génération, il y a indéniablement une sorte de communauté sportive franco-algérienne. J'ai eu l'occasion de rencontrer par exemple les joueurs et les responsables de l'équipe de rugby algérienne, qui sont formidables, parce qu'ils ont la volonté de mettre l'Algérie, n'est-ce pas, à l'avant-scène, je dirais, de ce sport, qui est un sport, voilà, où en France, on a une très grande expérience, et beaucoup ont été formés dans les clubs français, et ils jouent d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a les Jeux Olympiques de 2024 en France, à Paris, évidemment, pour lesquels nous avons aussi beaucoup d'échanges avec les fédérations sportives. Bon, ce sont les fédérations sportives qui travaillent ensemble. Les autorités, elles peuvent donner, je dirais, une orientation générale, elles soutiennent moralement, mais ce sont les sportifs eux-mêmes. Mais c'est vrai que nous avons l'idée de mettre en place un comité de sportifs des deux pays pour essayer alors je ne vous dis pas qu'il y aura sûrement des belles surprises, mais en tout cas, ils vont travailler ensemble pour essayer de donner à cette dimension sportive, qui est aussi une des dimensions importantes de l'accord, la déclaration d'Alger signée par les deux présidents, parce qu'on sait que ça parle aux jeunes, ça parle à la population dans son ensemble, mais en particulier à la jeunesse. Et il faut bien comprendre que la jeunesse, pour le président Macron comme pour le président Tebboune, c'est vraiment c'est l'avenir de nos deux pays. Et c'est vers elle que tendent tous nos efforts, et la volonté de mettre en œuvre cette déclaration, elle s'adresse d'abord à la jeunesse. D'accord. À présent, parlons de la passion des diplomates qui ont travaillé à Alger et surtout de leur amour à ce pays. C'est également le cas pour vous, Monsieur Gouiat? Alors moi, j'ai eu la chance de connaître l'Algérie quand j'étais, je l'ai déjà dit, quand j'étais un adolescent. Je passais mes vacances régulièrement en Algérie. J'ai découvert ce pays magnifique. De nombreuses années, j'y passais mes vacances, et donc j'ai un attachement indéniable pour l'Algérie. J'y compte beaucoup d'amis. Mon épouse en est originaire. Je me suis toujours intéressé à sa culture, à sa langue. C'est par l'Algérie que je suis venu à la langue arabe. Voilà, donc je suis particulièrement heureux de pouvoir servir mon pays en Algérie. Est-ce que vous pouvez nous dire ça en arabe? كي كنت صغير، كي كنت يعني 13 14 من العمر، كنت نجي للجزائر باش نفوت الاجازات الصيفيه، وبديت نتعلم العربيه الدارجه. بعد البكالوريا دخلت للجامعه ودرست العربيه الفصحى، ولكن يعني كنت دائما يعني نحب الجزائر والجزائريين، وكنت يعني نحس روحي يعني مانيش أجنبي في الجزائر. Donc vous avez étudié l'arabe donc parce que vous affectionnez la langue?
J'ai étudié l'arabe. D'abord, comme je le disais à l'instant, j'ai commencé à apprendre l'arabe dialectal avec mes amis algériens. Puis après, j'ai approfondi mes connaissances pendant de longues années à l'université où j'ai étudié l'arabe littéral, classique, moderne, mais tout en continuant à m'intéresser évidemment à la culture du Maghreb en général et de l'Algérie en particulier à travers la poésie populaire, la musique, dont je suis devenu effectivement un grand amateur de musique maghrébine et notamment des musiques algériennes dans toute leur diversité, leur richesse et tout particulièrement, je dirais, aussi bien le Haouzi de Tlemcen que le Chaabi d'Alger ou le Malouf de Constantine. Pour moi, ce sont trois grandes écoles de valeur égale, avec souvent les mêmes poètes, d'ailleurs, qui sont chantés dans des modes différents, mais il y a une très très grande richesse culturelle. Quel est peut-être votre style musical préféré, celui que vous écoutez le plus? Algérien. Oui. Je dirais moins l'andalou que le Haouzi ou le Chaabi et le Balouf, mais plutôt dans effectivement les grands poètes populaires, surtout de l'Ouest, je dois dire algérien, mais qui sont aussi chantés à l'Est, parce que c'est une des spécificités je dirais, de la culture algérienne, c'est que les grands poètes, par exemple, y compris des poètes marocains, mais des poètes de l'Ouest algérien comme Mostafa Ben Brahim, Ben Sahla, Ben Msaïb, sont chantés aussi à Constantine, dans le Malouf, sont chantés dans le Chaabi, et donc les mêmes textes poétiques magnifiques du XVIIIe, XIXe siècle, on les trouve chantés dans différents, je dirais, modes musicaux, et moi j'ai vraiment la chance de m'y intéresser, de les étudier, de travailler sur les poèmes en arabe, et je dois dire que c'est ce qui fait toute la richesse de la culture algérienne. Concernant les Kabyles, la musique kabyle, alors, vous écoutez de temps à autre? la musique kabyle, évidemment, je l'ai aussi connue parce que il y avait quand même de grands chanteurs kabyles quand je venais en Algérie à cette époque. Jabel Allam, Allah rahmou, bien sûr, Idir, Allah rahmou, très célèbre en France. Donc évidemment, les grands tubes de Jabel Allam ou de Idir, Azouet Serouetz, par exemple, ça c'est des choses qui m'ont effectivement marqué, qu'on chantait beaucoup à l'époque en Algérie. Et puis voilà, mais la langue kabyle, je n'ai pas malheureusement la même familiarité, même si j'ai quand même appris un certain nombre. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots? Ce sont toujours les mêmes. Bon, lorsque je veux dire bonjour à mes amis kabyles, je leur dis, si c'est un homme Azoul Fellak, si c'est une femme Azoul Fellam, s'ils sont plusieurs Azoul Fellawin, si je leur tends la main et je leur dis Awida Foussé Kamesin Samourt, et puis si j'ai soif, je demande, je ne sais pas, Awidaman, et si j'ai faim, je peux dire Awidarlom. Voilà. Ah bah bravo. Vous savez dire merci en kabyle? Alors là, c'est très compliqué. C'est une merde. Oui, c'est très compliqué. J'ai pas réussi à le retenir. D'accord. Alors, vous avez certainement dû visiter plusieurs wilayas en Algérie. Peut-être la région que vous préférez le plus? Pas suffisamment. Oh, écoutez, très franchement, je ne les ai pas toutes visitées. Bon, j'ai connu l'Algérie, je l'ai dit, plus jeune. Je l'ai visitée déjà à l'époque, et puis je l'ai redécouverte depuis mon arrivée il y a un peu plus de 2 ans. Je n'ai pas encore tout visité. C'est un pays magnifique. Indéniablement, j'ai eu la chance, j'ai vécu 4 ans à Tunis, j'étais souvent aussi au Maroc, ce sont évidemment de très beaux pays. Mais l'Algérie n'a rien à envier, je dirais, en termes de beauté des paysages, de diversité du relief. Voilà, c'est un pays qui mérite indéniablement d'être découvert, et on y trouve effectivement à la fois une côte méditerranéenne magnifique, hein, mais aussi un désert formidable. Et puis, voilà. Donc, je dirais que je ne voudrais pas citer de région particulière de peur d'offenser les autres. Mais en tout cas, toute l'Algérie est magnifique. Peut-être un plat préféré? Arfes. Vous avez aimé? J'en ai mangé hier soir. Ah bah, c'était vraiment très bon. Moi, on m'a dit que vous préfériez le couscous. Ah bah écoutez, oui, le couscous est devenu aussi un plat national en France aujourd'hui, mais c'est vrai que le couscous,
c'est toujours quelque chose que l'on commande lorsqu'il est disponible dans les bons restaurants d'Alger ou d'ailleurs. Et effectivement, il est d'une très grande diversité aussi, hein, entre le couscous que l'on peut... le sefa, par exemple, de Tlemcen, et puis les couscous, je dirais, d'Alger, davantage à la sauce. Ou à la viande, et puis ceux de la région d'Adaba où l'on sent l'influence tunisienne avec le couscous au poisson parfois, ils sont d'une très grande variété, mais c'est vrai que j'aime bien le couscous, je reconnais. D'accord. Un dernier mot peut-être pour clôturer. Non, écoutez, simplement dire que j'ai été vraiment tout à fait heureux d'être invité par Nahar TV. J'avais eu l'occasion effectivement de passer sur vos antennes l'an passé, mais c'était pour une émission, je dirais, plus de divertissement, mais qui était sympathique. Là, ça m'a donné l'occasion effectivement surtout après ces 2 séquences importantes pour la relation franco-algérienne et sa relance, d'exprimer en tout cas notre volonté, la mienne, puisque j'ai été nommé ici par le président de la République pour représenter la France et pour accompagner ce développement de notre relation, en tout cas notre détermination à faire en sorte que la relation qui est importante entre nos 2 pays puisse être la meilleure possible, et surtout que après ces 2 séquences importantes, on puisse entrer dans le concret. Parce que ce qui est attendu, ce sont des résultats concrets de part et d'autre. Donc une nouvelle page est ouverte entre Alger et Paris. Une nouvelle page est ouverte, je l'ai expliqué. Une nouvelle page a été ouverte par la visite de la Première ministre. Nous avons tourné la page avec la visite du président, ouvert une nouvelle page avec la visite du Premier ministre, et nous allons maintenant ouvrir d'autres pages, beaucoup d'autres pages. C'est la responsabilité qui incombe aux membres du gouvernement français ou au gouvernement algérien dans les mois qui viennent. Et nous avons, je l'ai dit, plusieurs étapes qui sont déjà en perspective, et nous allons travailler d'arrache-pied pour y parvenir. Alors, monsieur l'ambassadeur, une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation, et surtout, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci Samira, merci beaucoup. Je vous en prie. إذن مشاهدينا بهذا نصل لختام هذا اللقاء الخاص واللقاء الشيق مع السفير الفرنسي فرانسوا غويات. إذن شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة، في رعاية الله.